10 ans après le tremblement de terre, comme pour célébrer un anniversaire, Haïti s'embrase. Ils marchent, hurlent ou dansent pour contraindre Jovenel Moïse, le président de la République, à la démission. Il faut que Jovenel s'en aille. Jovenel n'est d'aucune utilité pour nous en Haïti. Il nous vole tous. Il fait tuer tous les gens dans la rue. Il faut qu'il s'en aille. Aujourd'hui même. Qu'il n'oublie jamais que le sang va couler pour qu'il s'en aille. Ok, merci. La vie économique est paralysée par le désordre des rues. Les pauvres, encore plus pauvres. Ces gens luttent pour des sachets remplis d'eau potable, qui eux aussi arrivent à manquer. Les hôtels sont vides. Best Western annonce que la chaîne quitte Haïti. La Cour de cassation, construite par les Chinois de Taïwan, comme les nouveaux ministères de l'Intérieur et des Finances, forme le centre-ville. Ce sont les seuls immeubles neufs avec le mastodonte qui abrite la Cour des comptes. Pourtant, c'est un rapport du Sénat qui a mis Jovenel Moïse en accusation. Il aurait bénéficié personnellement de fonds mis à disposition par le Venezuela. Depuis 1986, depuis la fin de la dictature de la famille Duvalier, le pouvoir a changé 20 fois de main. Jovenel Moïse, c'était peut-être l'espoir d'une certaine stabilité. Que deviennent les enfants dans ce chaos? Les enfants des rues, mais aussi les enfants pauvres qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a des milliers. C'est pour répondre à cette question que je suis venu. J'ai découvert Port-au-Prince 4 ans auparavant. Une ville sale, dangereuse, pleine encore des stigmates du tremblement de terre et de ses 280 000 victimes, mais vivantes, turbulentes. J'y avais découvert l'horreur. Des cadavres d'enfants jetés comme des immondices dans l'état d'ordure. C'était, paraît-il, courant. Une douzaine de corps comme celui-ci, celui d'une petite fille, trouvés chaque mois par les éboueurs. Pas d'enquête, pas de coupable. Le plus souvent, les dépouilles étaient dévorées par des cochons ou des chiens avant qu'on ne les trouve. J'avais rencontré Hitson, ce gamin, unijambiste, un enfant des rues. Un miraculé trouvé sous une dalle de béton 4 jours après le séisme. Je l'avais suivi dans sa famille où il revenait de temps à autre, dans ces baraquements érigés par la Croix-Rouge pour les handicapés. Bonjour, bonjour. Bonjour. Sa mère, Maryse, m'avait accueilli, un peu méfiante. Rencontré aussi Richie, un paralytique. On lui avait volé son fauteuil. Alors ses copains le portaient soir et matin dans les rues, comme un paquet. Nous lui avions finalement retrouvé un fauteuil, et quand nous l'avions quitté, il semblait presque heureux.
Richie a été abattu par la police quelques semaines après que ces images ont été enregistrées. Ok. Richardson, enfin. C'était un chef de bande. Avec une dizaine d'autres enfants des rues, il triait méthodiquement les ordures pour en retirer l'aluminium qu'il revendait ensuite. Il était malin, Richardson, et plutôt dur, malgré son jeune âge. Aujourd'hui, je le retrouve, dans les manifestations. Ils sont dans le départ du président. C'est ça qu'ils disent à ce moment-là. C'est dur pour nous qui sommes dans la rue. On ne peut rien faire pour gagner de l'argent. On ne peut pas faire de business. Quel genre d'activité? Quel genre de business? Il y a des pickpockets qui attrapent ce que les gens ont sur eux et qui le revendent ensuite. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, j'ai peur des policiers. Parce que eux, ils nous donnent quelquefois à manger dans la rue, pour qu'on n'aille pas aux manifestations. Ils espèrent comme ça nous calmer. Et toi, tu souhaites le départ du président? Si le président s'en va, ça ne sera pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que le pays va être chaud. Les gens vont s'entretuer. Ça, c'est Jovenel Moïse, ce chien qui est à la tête du pays et qui ne devrait pas y rester. Ce voleur, ce vaurien, c'est lui qui est là. C'est lui-même qui représente Jovenel Moïse. Jovenel, comment c'est sorti ici, nous? Ça, c'est Jovenel Moïse. Hitson, le petit garçon unijambiste, est lui aussi dans les manifestations. J'avais commencé à aller à l'école, mais à cause de la crise, il a fallu que j'arrête. Tu aurais aimé continuer. Oui, Et maintenant, tu te sens mieux que quand tu étais dans la rue. oui, je me sens mieux. J'en avais assez de la rue. Ça me fatiguait. Tu sais comment s'appelle le président? Comment? Jovenel. Et ici, tu manifestes. Non, je ne manifeste pas. Je viens juste m'amuser un peu. Il y a des gens qui se sont fait tirer dessus. On les a emmenés à l'hôpital. Les manifestants ont aussi brûlé un magasin plus bas. Il y a eu un pillage. Paul Ménard, le chef de la police, c'est lui qui nous tue, qui nous fait tirer dessus. C'est Paul Ménard. Ce jour-là, le prophète Mackenson, un pasteur de l'église baptiste, stimule l'ardeur des manifestants. Ils sont des milliers. Ça va, tu te sens bien? Pas tellement bien quand je marche beaucoup, mais c'est bon pour moi. Pourquoi tu vas dans la manifestation? C'est vraiment pour t'amuser? Non, pas seulement. La vie ne va pas bien pour moi. Je n'ai rien à manger.
Les passants sont rares. La mendicité ne paye plus. Donne-moi à manger, j'ai faim. Restent les orphelinats, une solution pour les enfants des rues, mais il faut qu'ils y soient acceptés. Attends. Tu préférerais aller à l'orphelinat plutôt que rester dans la rue? Oui, Tu es là tous les jours, dans la rue? oui, Pourquoi tu ne vas pas dans un orphelinat? je ne sais pas où aller. Et comment tu vois ton avenir si tu ne vas pas dans un orphelinat? Je le vois mauvais. Cachés derrière ces murs, il y a 750 orphelinats à Haïti, sans compter les clandestins. Une centaine de plus. L'IBSER, l'Institut du bien-être social, qui regroupe les services de l'État pour la protection de l'enfance, on a fait le recensement, puis on a fermé quelques dizaines. Toute ouverture nouvelle est interdite. Le maintien des enfants dans les familles est favorisé. Les responsables des orphelinats n'aiment pas les visites à l'improviste. Leurs portes nous sont souvent restées fermées. Celui-ci, sans doute parce qu'il n'avait rien à cacher, nous a laissé filmer les enfants dont il a la charge. Ces enfants reçoivent de l'argent de parrains qui sont le plus souvent à l'étranger. Ce sont les sponsors. Cela permet de payer leur logement et leur éducation. Cela permet aussi, malheureusement, dans certains cas, d'enrichir les propriétaires de ces établissements. Ce sont leurs parents qui les ont amenés ici. Comment ça s'est passé? La majorité d'entre eux, c'est leurs parents qui les ont amenés ici, des proches, oncles, autant. Mais où ici? Carrément ici, à la porte de l'orphelinat ou dans l'orphelinat? Dans l'orphelinat. Et alors, comment ces enfants trouvent-ils un sponsor? Bon, ils trouvent les sponsors par les démarches du responsable, le docteur Bernard. Et il y a les étrangers ici, quand ils viennent ici, ils cherchent des sponsors internationaux pour les enfants qui n'ont pas de sponsor. Ah, il y a des gens qui viennent ici? Il y a des étrangers, ils leur trouvent des sponsors. D'accord. C'est-à-dire que c'est des organismes charitables, j'imagine? Charitables. Qui voient les enfants qui sont ici et qui ensuite, à l'étranger, disent aider cet enfant et qui trouvent des fonds pour l'aider. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais aussi le travail de correspondance. Je vois les photos des enfants pour que les États-Unis, les Américains les voient ou les sponsors, les Américains établissent le contact pour trouver des sponsors ici pour nous. Et est-ce que tous les enfants trouvent comme ça des gens qui donnent de l'argent pour eux? La majorité d'entre eux. Une femme, en charge de chaque étage, tente de pallier l'absence d'un père ou d'une mère. Tout semble paisible, mais les soucis liés à l'insécurité des rues franchissent les murs. Dehors, des gens se battent, et aucun de ces jeunes garçons ne l'ignore.
Vous entendez quelquefois des coups de feu? Oui. Le jour ou la nuit? Oui, quand il y a des tensions politiques. Cela peut arriver, de jour comme de nuit. Qu'est-ce que vous préférez faire dans la journée? Manger, manger. Waouh! C'est sûr que si j'oublie un plat... Du poulet, du poulet, du poulet. On leur demande ce qu'ils aiment et leur première réponse est manger. Le football. C'est qui le meilleur au foot? Lui, il a une médaille. C'est un Français, c'est un Français. Il y a plus de 30 000 enfants dans les orphelinats en Haïti. Leur nombre n'a pas cessé d'augmenter depuis le tremblement de terre de 2010. Le chiffre fait scandale. Elie Thiello était responsable d'une organisation gouvernementale de lutte contre le trafic des personnes. Il a démissionné et aujourd'hui, il s'insurge. Qui sont les victimes de la traite aujourd'hui? En Haïti, c'est principalement les enfants et les femmes. Principalement les enfants, qu'on retrouve dans plusieurs espaces qui les exposent à ces réseaux de trafiquants. Par exemple, dans les orphelinats, il y a beaucoup d'enfants qu'on peut considérer victimes de traite des personnes. On peut considérer aussi des enfants qui se retrouvent en situation de rue, ce qu'on appelle les cocorates en Haïti. Certains d'entre eux peuvent être victimes de traite des personnes. Il y a aussi sur la frontière haïtiano-dominicaine beaucoup d'enfants qui se retrouvent victimes de traite des personnes, au point tel que certains endroits, il y a un endroit en particulier où on peut aller, comme on va sur un marché de bœufs, de cabris, acheter des enfants pour traverser la frontière haïtiano-dominicaine. En ce qui concerne les orphelinats, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe? En fait, la première chose qui devrait frapper l'attention de toute personne qui s'interroge sur les orphelinats en Haïti, c'est que 80% de ces enfants en orphelinat ont leur père et ou leur mère vivants. Ce qui veut dire que vous avez sur 100 enfants dans chaque orphelinat, vous avez 80 qui ne sont pas réellement orphelins. Donc, la question doit se poser, pourquoi placer ces enfants en ces lieux-là? Parce que c'est un business. C'est un business qui est mené par des trafiquants très souvent. Je ne dis pas que tous les orphelinats sont des business menés par des trafiquants, mais une part importante de ces orphelinats se retrouve être en situation d'illégalité, d'irrégularité, dans le sens où ils n'ont pas d'autorisation de fonctionnement délivrée par l'État haïtien, notamment par l'IBSR, qui en a la charge. Monsieur Israël est un chercheur d'enfants. Il travaille pour les orphelinats. Régulièrement, cette voiture, quand elle fonctionne correctement, s'enfonce dans la campagne à la recherche d'enfants que leurs parents souhaitent abandonner. Les orphelinats font appel à moi quand ils jugent nécessaire de recevoir de nouveaux enfants. Vous en ramenez combien à chaque voyage? C'est pas régulier. Comment savez-vous qu'un enfant va être abandonné? Je connais suffisamment la réalité sociologique d'Haïti pour savoir ce genre de choses. Vous payez pour avoir un enfant? Quand je vais acheter un enfant, je fais un bout de chemin avec les parents. On marche ensemble, je leur fais des cadeaux et on trouve un arrangement. Et ce n'est pas illégal de faire ça? Ce n'est pas illégal, ce sont les orphelinats qui en prennent la responsabilité. De toute façon, on emmène les enfants pour les aider et ça diminue la mendicité dans le pays. Où va-t-on? À Saint-Michel de la Talaï. On va dans plusieurs maisons.
Combien de personnes travaillent pour vous là-bas? 1, 2, 3, environ 5. Et vous les payez au nombre d'enfants? Oui. Et si on a la possibilité, on leur donne un supplément. Salut. Salut. Comment nous y est? Très bien. Bienvenue à Saint-Michel parce que nous pas C'est loin, Saint-Michel de la Talaye. On vient souvent ici pour trouver de nouveaux enfants. C'est un endroit où les gens ont toujours besoin d'argent. Il n'y a qu'à voir l'état des routes. Ici, la situation est difficile. Et puis, situation est difficile. Et... Je fais comme je fais d'habitude? Allez-y, faites comme si nous n'étions pas là. Ok. Madame, ces enfants viennent avec nous à l'orphelinat. Il est évident que l'on va faire en sorte qu'ils soient adoptés. Ils pourront donc être adoptés et même, quelquefois, être envoyés à l'étranger. Combien pouvez-vous nous en confier? J'en donne 3. Vous seriez donc d'accord pour que l'on en prenne au moins 2 pour les faire adopter? D'accord. Pour qu'ils partent avec vous. Mais je veux pouvoir les revoir. À l'orphelinat, ils auront des avantages. Oui, je suis d'accord. Mais pas pour qu'ils sortent du pays. Puisque c'est bon pour vous, je vais aller voir d'autres maisons qui sont intéressées. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut voir les enfants? Ça concerne combien d'enfants? 3 enfants. Les 3, elle abandonne les 3? Toutes sœurs. Vous acceptez de vous séparer d'eux? Je ne supporterai pas de ne plus jamais les revoir. Ces enfants-là, c'est pour l'adoption totale? Oui, de nouveaux parents. Et aussi pour l'adoption internationale? Oui, c'est possible. Donc, contrairement à ce qu'elle a dit, cette dame ne reverra jamais ses enfants. Il y a 2 types d'adoption. La première, les parents revoient leurs enfants. La deuxième, les enfants peuvent partir à l'étranger. Ça ne vous gêne pas de faire ce métier? Non, je n'ai pas honte. Est-ce que vous êtes du même avis que votre femme au sujet de l'orphelinat? L'orphelinat? Comment ça, l'orphelinat? Pour les enfants. Vous êtes d'accord pour qu'ils partent à l'orphelinat? Je ne sais pas, je n'étais pas là. Les autres enfants ont été réunis par les aides de M. Israël. Ils attendent, près de ce hangar aux allures de boîtes de conserve. Ils sont là comme pour une kermesse triste, tous avec leurs habits de fête.
Il y a des parents qui veulent laisser des enfants. Ce sont des parents nécessités et ils naissent dans le besoin. Ils ne peuvent pas payer l'écolage, même pour nourrir, donc ça avec beaucoup de difficultés. Mais où sont les parents? Ils sont ici, assis, là, les parents ou... Ils sont... les parents, certains parents sont là, mais les autres, ils sont chez eux. Tous ces enfants sont destinés à l'orphelinat. Il y en a une partie qui va être adoptée et l'autre va être parrainée. Il est où son fils? Il est où votre enfant? Ils sont là. Là, et j'ai aussi une petite fille avec le t-shirt rouge. Pourquoi avez-vous décidé de les mettre à l'orphelinat? On m'a dit que s'ils allaient à l'orphelinat, ils recevraient de l'aide. En ce moment, la situation du pays est dure. Je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je les donne. C'est pour ça. Et toi, tu es content de quitter ta famille? Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent. Toi aussi, tu es content d'aller à l'orphelinat? Oui. Et pourquoi? Parce que mes parents n'ont pas les moyens. Vous abandonnez combien d'enfants? Là, il y en a 5. Et vous les abandonnez tous les 5? Oui. Vous avez d'autres enfants? Oui. Combien? 5, plus âgés. Comment avez-vous choisi ceux que vous alliez abandonner? Ce sont les plus jeunes? Oui. Et pourquoi vous les abandonnez maintenant? C'est pour obtenir de l'aide. On a besoin de soutien. Et votre femme, elle est d'accord? Oh oui. Une petite partie de ces enfants bénéficiera d'un parrainage tout en restant dans leur famille. Les autres partiront à Port-au-Prince. Reste à choisir l'orphelinat dans lequel ils vont être placés. Chaque enfant a son caractère. Ça dépend. S'il est sage, plus éveillé qu'un autre, on choisit un orphelinat religieux pour lui. S'il a un niveau moins grand d'intelligence, on le met dans un orphelinat non chrétien, parce que ces orphelinats vont remettre l'enfant dans la réalité. Quand on a choisi un orphelinat, je le fais visiter aux parents. Je les emmène là-bas et on signe les papiers. Le chaos règne à Port-au-Prince. Peu à peu, les manifestants réclament plus que le simple départ du président. C'est la représentation politique dans son ensemble qui est rejetée. Ces gens lui reprochent son incapacité à gérer le pays, à nourrir sa population. Près d'une centaine de personnes seraient déjà mortes dans ces rues, souvent tuées d'une balle dans la tête. Comme ce manifestant, dans les jardins du Champ de Mars, en plein centre de la ville. C'est les partisans du parti au pouvoir.
qui ont abattu le jeune homme que vous avez vu par terre. Ce n'était pas un militant actif. Ce n'était pas un agresseur. Comme un jeu permanent entre manifestants et police, les barrages sont remis en place quelques heures après avoir été dégagés. Il y a des gens qui passent à moto et qui nous tirent dessus. On est obligé de bloquer la rue pour que ces motos ne passent pas. On est bien obligé d'assurer notre sécurité. C'est pour votre sécurité ou contre le pouvoir? Le pouvoir, c'est un pouvoir de voleurs. On peut même pas manger. Ils volent tout ce que nous gagnons. Une montagne de détritus sépare les baraquements où habite Hitson, le jeune unijambiste, du reste de la ville. Les éboueurs, dont la présence était déjà rare en temps normal, ont pratiquement cessé de travailler depuis le début de la crise. Piste, c'est le nom de son bidonville, est établi sur une piste désaffectée de l'aéroport. Hitson y demeure toujours. Cette fois, ni foot ni jeu, comme ceux auxquels j'avais assisté lors de mon dernier voyage, la sécurité empêche de vivre normalement. Les choses sont comme elles sont, vous savez. La paix, la tranquillité, ça dure 1 jour, 2 jours. Ici, ça se passe comme partout ailleurs dans la ville. Par exemple, quand les gens se tirent dessus dans le centre-ville, ici, c'est pareil. Il y a des fusillades. Mais quand la ville est calme, ici, c'est tranquille aussi. Hitson fait des progrès à l'école? Il n'y a plus du tout d'activité à l'école. Mais ses études, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Hitson, il pourrait nous écrire quelque chose, là? Depuis ce matin, il joue dehors. Maintenant, écris ton nom de famille, en dessous. Darius? Darius. U-I. U. Celui avec 2 jambes. Darius. Darius. Hitson Darius. Ok, bravo. Restent les trafics qu'a évoqué Litiello. Des enfants sont vendus en République dominicaine. Le poste frontière qu'il m'a indiqué se trouve dans le département de l'Artibonite, où coule le fleuve du même nom. Dans ce paysage doux, ouvert, c'est par ici que les armées des esclaves haïtiens, sous les ordres de Toussaint Louverture et du général Dessalines, se sont réfugiés avant que ce dernier, plus tard, ne batte les Français et ne les rejette à la mer. Les esclaves rebellés ont vaincu les armées de Napoléon, venus rétablir le servage. Un fait d'armes célébré ici, mais souvent passé sous silence dans les manuels d'histoire français. Le but du voyage se nomme donc Bokbanik. On y arrive après avoir pataugé dans de multiples bas de rivière, après des kilomètres de pistes difficiles. Bokbanik est un village plutôt animé, un lieu de passage. Tout près coule le fleuve frontière. Le marché sur la rive haïtienne est le lieu de tous les trafics. Mais nous ne verrons pas de vente d'enfants, contrairement à ce que nous avait prédit.
Y un gran saludo para los amigos. Los saludamos. Esto es el país de Ambabamba que está mirando la artista aquí en Banca Transporte, San Francisco. Le crieur public donne des informations aux voyageurs, mais ce n'est pas sa véritable occupation. Je fais traverser les enfants qui n'ont pas de papier. Je leur trouve des chemins détournés et je les fais passer. Il y a des policiers ? Oui, tu peux les voir là-haut. Mais ici, au bord de la rivière, entre Haïti et la République dominicaine, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite, ces enfants ? Quand une personne de République dominicaine a besoin d'un enfant pour faire des petits travaux chez elle, elle vient le chercher ici. Cet enfant que tu vois là-bas, ils vont l'emmener à la capitale. Ils vont quitter Haïti pour aller à Saint-Domingue. D'après vous, c'est du trafic ? Oui, c'est du trafic d'enfants. Parce que quand l'enfant sort de son pays, il n'est ni avec sa mère, ni avec son père. Et les douaniers ne disent rien ? Non. Ils demandent les papiers, mais les gens qui viennent avec des enfants disent que quelqu'un les a fait venir. Les douaniers les laissent passer. Et si ces personnes n'ont pas de papier du tout ? Quand ils n'ont pas de papier, les douaniers ne les laissent pas passer, sauf si les voyageurs donnent un peu d'argent. Tous les hommes seuls, accompagnés d'enfants, assurent qu'il s'agit de membres de leur famille. Difficile de connaître la vérité. Plus loin, le fleuve est franchi à cheval ou à dos de mulet. Les cavaliers sont presque tous des enfants. Ils ont une sorte de monopole sur le transport d'une rive à l'autre. Il y a des enfants qui traversent ici ? Oui. Comment font-ils pour traverser ? Ils traversent le fleuve, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de famille là-bas. Ils se perdent en République dominicaine. Ceux qui n'ont pas de famille, qui les accueillent ? Ils font des petits travaux et ils dorment chez les gens pour qui ils travaillent. Les enfants qui traversent, ce sont des enfants vendus ou pas ? Non, ce sont des enfants qui quittent leur maison parce qu'ils sont dans la misère. Ils veulent rester en République dominicaine. Il a 8 ans et le sac pèse, paraît-il, 30 kilos. Oui, base, village. Redemande-lui. Redemande-lui. Mais redemande-lui quand même. Oui. Tu vas à l'école ? Oui. Tu viens ici toute la journée ? Non, seulement l'après-midi. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gagnes ? Pour manger à l'école. Et toi ? Est-ce que tu vas à l'école ? Non, je n'en ai pas les moyens.
Mais en faisant traverser les gens, tu gagnes un peu d'argent. Oui, aujourd'hui, j'ai déjà gagné 25 centimes. Tu es heureux? Tout va bien? Non, je suis pas à l'aise. Pourquoi? Là où j'étais avant, j'étais dans la misère. Dans les semaines qui viennent, quel serait le plus beau cadeau que pourrait te faire la vie? Un peu d'argent pour que je puisse aller à l'école. De l'autre côté de la rive, les militaires dominicains attendent. Il y a 6 barrages de police entre la frontière et Santo Domingo, la capitale, où vont la plupart des émigrants. Celui-ci est facile à franchir, les autres sont plus durs. À Port-au-Prince, la violence touche maintenant tous les mouvements de foule. Un prêtre vaudou attire l'attention des dieux sur la manifestation pour qu'elle se déroule bien, pour qu'il ait des résultats. Ça sert à symboliser la présence d'un esprit vaudou. Le Guinée. Cela rassemble tout le monde, tous les esprits haïtiens, les esprits des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont en train de mourir en ce moment. Très vite, c'est l'émeute. Un vigile a été abattu, puis la foule a incendié son corps. Il devient courant de trouver des cadavres le matin dans les rues, surtout dans les quartiers périphériques. Ils sont là depuis longtemps, les cadavres? Oui, ils sont là depuis 3 jours. Et pourquoi ils ne les enlèvent pas? Parce que la famille ne peut pas venir le prendre, parce qu'il leur dit s'ils viennent le prendre, ils vont leur tirer dessus. Pour terroriser la population, les gangs diffusent des images de massacres sur les réseaux sociaux. Ils vivent le plus souvent de raquettes ou reçoivent de l'argent des partis politiques. Ils agissent sur la population pour bloquer l'activité économique ou au contraire, selon le parti qui les paie, empêcher toute contestation populaire. La situation atteint un sommet dans l'horreur. Maryse a quitté Piste, le bidonville pour handicapés où elle vit avec Itson. Elle habite dans une chambre d'un quartier plus tranquille. Elle est sortie de la maison qui l'accueille pour nous parler. Il y a des hommes des gangs qui sont entrés dans le quartier de Piste il n'y a pas longtemps. Il y a eu des coups de feu près de chez moi et ça, je ne peux plus le supporter. Et Itson, il est resté seul? Je l'ai appelé, mais il ne voulait pas venir. J'ai voulu l'obliger à venir avec moi. Mais rien à faire. Il est resté avec sa sœur, Jéveni. C'est elle qui l'aide et qui s'occupe de lui. Dès qu'il y a eu des coups de feu près de chez nous,
J'ai voulu le retirer du quartier. Une fois, il m'a dit qu'il était d'accord. Mais 3 jours après, il m'a dit qu'il ne se voyait pas vivre ailleurs. Que cette maison, c'était chez lui et il veut rester chez lui pour qu'on ne la détruise pas. Il me dit que si des gangs arrivent de nouveau et veulent saccager la maison, ils verront qu'il est handicapé et ils n'oseront pas lui faire de mal. Nous l'avons de nouveau rencontré, Hudson, et de nouveau à piste. Il n'avait pas l'air spécialement inquiet, il était même souriant. Mais il n'a rien voulu nous dire. Il n'est pas bavard, Hudson. Lorsque je cherchais les orphelinats, on m'a indiqué un bâtiment au sommet d'une colline. C'était effectivement une maison pleine d'enfants. Rien d'un orphelinat, juste une maison de famille. De très grandes familles, tenues par un couple d'infirmiers. Madame et Monsieur François Beauzille. Car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Leur histoire a commencé le 12 janvier 2010 quand les murs de l'université dans laquelle ils travaillaient se sont effondrés. Ils ont porté secours aux enfants qui les entouraient. Et puis, comme personne d'abord ne les réclamait, ils les ont gardés. Il y en avait 43, il en reste 12, toujours avec eux. Les enfants qui sont restés, et ils sont tous des orphelins de père. Ils ont des parents, mais vu la situation précaire, nous avons décidé de les aider. J'ai 14 enfants, mais 2 enfants et les 12 autres, ils vivent chez nous en famille. Avec mes enfants. Investir dans l'humain, c'est plus préférable parce que nous étions touchés par la situation de ces enfants. Madame François Beauzille, entourée de ses 14 enfants, veille bien à ce que la douleur de la ville ne monte pas jusqu'à son petit paradis. Comme des milliers de familles haïtiennes, elle tente de venir en aide à ceux qui l'entourent. Elle a investi, dit-elle, dans l'humain. Les gamins du Champ de Mars que nous avons suivis depuis 4 ans continueront sans doute à se bagarrer, à rire et à jouer. La crise qui secoue Haïti va se terminer, mais leur succession fait douter des efforts entrepris pour les aider. Les chiffres demeurent. 40% des enfants haïtiens ne sont jamais allés à l'école. Plus de la moitié d'entre eux est élevée par des femmes seules. 4 enfants sur 10 vivent dans la pauvreté la plus absolue. Et Hudson, que va-t-il devenir ? Bonne chance.